Le président Emmanuel Macron dit que, désormais, il va pratiquer le pragmatisme. En fait, il ne faut pas se cacher derrière les mots. Que signifie la notion de pragmatisme? D'un côté, on pourrait penser que le pragmatisme, c'est le fait de s'en tenir essentiellement aux affaires qu'on peut faire avec les Africains, sans avoir la prétention de leur faire la morale. N'est-ce pas? Ça serait ça le pragmatisme, n'est-ce pas? Mais en effet, que demandent les dictateurs? Que demandent les pires dictateurs africains? Ils demandent que la France coopère avec eux pour ce qui les intéresse, eux, et qu'elle leur laisse et qu'elle leur permette de faire ce qu'ils veulent de leur peuple. C'est ça le pragmatisme. Le pragmatisme, en fait, c'est une philosophie qui consiste à faire tout ce qui est nécessaire pour réussir, pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est une philosophie de l'efficacité. Alors, il y a des pays dans lesquels ce sera efficace d'aider un dictateur. Il y a des pays dans lesquels ce sera efficace de favoriser un coup d'État. Il y a des pays dans lesquels ce sera efficace de favoriser la répression des opposants. Puisque le pragmatisme, c'est une philosophie dans laquelle tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. C'est ça la définition. L'un des plus grands penseurs du pragmatisme, de mémoire, William James, l'un des théoriciens du pragmatisme américain, disait ceci: la vérité, c'est ce qui réussit. Le salaire du brigand blanchit son brigandage. Que veut dire William James? Il veut dire que pour quelqu'un qui est pragmatique, tous les coups sont permis. L'essentiel est qu'il réussisse. Ça veut dire que si la France veut l'uranium du Niger, et que pour l'avoir presque gratuitement, ou gratuitement, il vaut mieux imposer Bazoum et la fraude électorale, ben on va imposer Bazoum et la fraude électorale. Donc en fait, tout dépend de l'intérêt qu'on recherche. Si on recherche un intérêt et qu'on est pragmatique, on utilise tous les moyens pour y parvenir. La France soutient Ouattara parce que Ouattara garantit bien le monopole économique de la France sur plusieurs secteurs et leur garantit une super base militaire. Imaginons qu'Alassane Ouattara pique une colère et qu'il décide de ne plus garantir cela. Alors ça sera pragmatique de le faire renverser. Vous avez bien compris? Le pragmatisme, en fait, c'est la pire des philosophies politiques qu'on puisse imaginer. C'est la philosophie politique du tout est possible. Et c'est celle-là que proclame M. Macron. Or, je vous pose la question suivante. Mais en quoi consistait la politique de la France-Afrique? La France-Afrique, c'est quoi? Le système de l'idéologie france-africaine. C'est le pragmatisme. C'est du pragmatisme. De Gaulle, ne pouvant pas continuer à tenir de manière militaire et directement toutes les colonies et tous les territoires sous tutelle, organise un subterfuge qu'il appelle la pseudo-décolonisation. Il monte des fausses indépendances, il récupère de l'autre côté la souveraineté de ces peuples à travers des accords de défense et de coopération, des accords économiques, il maintient des bases militaires, il maintient le franc CFA, il maintient le contrôle culturel par la francophonie. Mais la France-Afrique est un monument de pragmatisme. Le système France-africain, là, c'est la manière la plus efficace que l'élite politique de la 5e République française a trouvé pour exploiter l'Afrique. Écrivez ça. Et Emmanuel Macron donne l'impression d'inventer la glace en nous disant qu'il va continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait. Si votre politique en Afrique est une politique pragmatique, cela veut dire que vous vous engagez à faire tout ce qui est de nature à satisfaire vos intérêts. Et que vous êtes prêt à vous adapter avec les Africains qui seront adaptés à vos intérêts. S'il y a un dictateur qui garantit vos intérêts, vous le soutenez. Si un dictateur ne garantit pas vos intérêts, vous soutenez ses opposants pour le renverser. C'est tout, mais c'est ce que vous avez toujours fait. Donc je voudrais commencer par contester l'idée qu'il y a un changement dans la politique africaine de la France, dès lors que le président Macron lui-même a lâché le mot, il va faire preuve de pragmatisme. Alors, il est allé plus loin en disant qu'il va faire preuve de pragmatisme comme les autres puissances. Le problème, c'est qu'il n'a peut-être pas noté que la puissance russe a été présente aux côtés des peuples africains dans le cadre de la lutte anticolonialiste. La puissance chinoise aussi. Donc, en fait, les Russes et les Chinois ont un avantage historique. Ce n'est pas une affaire de pragmatisme. Ils ont été compagnons des luttes de libération africaines. Alors que la France était du côté de la domination de l'Afrique, mais la Russie, la Chine, le bloc socialiste était du côté du soutien au mouvement de libération. C'est une différence de taille qui fait que la différence entre la France et la Russie, par exemple, en Afrique, ce n'est pas simplement une différence en matière de pragmatisme. La Russie n'est pas plus pragmatique que la France. Ce n'est pas là la différence. La différence est la suivante. Les Africains ne se souviennent pas d'avoir été esclavagisés, colonisés, néocolonisés par la Russie ni par la Chine. Ils se souviennent bien au contraire que lorsque les mouvements de libération s'étaient levés, eh bien,
dans le hinterland africain pour combattre les puissances coloniales françaises, anglaises, portugaises, espagnoles, italiennes, qui soutenaient les Africains, eh bien, ce sont les Soviétiques, ce sont les Chinois, ce sont les Cubains. Donc, l'erreur que commet le président Macron, c'est de ne pas se rendre compte que le mal est plus profond qu'une simple affaire de politique commerciale. La différence entre les relations russo-africaines, les relations sino-africaines et les relations occidentalo-africaines, en tout cas franco-africaines, c'est que les relations franco-africaines ont un passif très lourd. Ce passif lourd-là, la Chine ne l'a pas. Non pas parce que la Chine n'était pas là, mais parce que la Chine a choisi de soutenir les mouvements d'indépendance. Ce passif-là, la Russie et précédemment l'Union soviétique ne l'a pas, parce que l'Union soviétique et la Russie s'étaient rangées justement du côté des mouvements de libération, justement contre les puissances coloniales. Donc Emmanuel Macron, ici, en choisissant le pragmatisme comme nouvelle philosophie politique de la France en Afrique, ne fait que confirmer ce que la France a toujours fait. Car en fait, ce que condamne par exemple le chef de la diplomatie malienne, c'est justement ce que le président Macron appelle pragmatisme. Abdoulaye Diop a appelé ça le mercantilisme. Il dit nos relations économiques, nos relations politiques, nos relations avec nos grands alliés ne sont pas des relations purement mercantilistes. Ce n'est pas une simple affaire d'argent. Ce sont des relations qui sont basées sur un certain nombre de principes, comme la souveraineté, comme le droit de choisir librement nos partenaires, le droit de choisir librement nos partenaires, comme le droit de défendre nos intérêts vitaux. La trilogie de la gouvernance malienne. Donc, il faut que ce premier argument ne trompe personne. Plus ça change, plus c'est pareil. D'ailleurs, quand il évoquait son pragmatisme, il parlait beaucoup plus d'économie que de politique. Mais allons-y à l'argument économique. Le président Macron dit qu'il a décidé de changer la relation économique entre la France et l'Afrique en développant davantage une logique de partenariat. Quel est l'emblème de la France-Afrique économique? C'est le franc CFA. Que nous dit le président Macron sur le franc CFA? Il nous tient deux discours. Un discours à propos du franc CFA d'Afrique de l'Ouest et un autre discours à propos du franc CFA d'Afrique centrale. Sur le franc CFA d'Afrique de l'Ouest, le président Macron nous dit que des aménagements ont été apportés à ce franc CFA. D'abord, par exemple, la Banque de France a rapatrié les réserves de change de la zone BCAO, de la zone franc CFA d'Afrique de l'Ouest, soit 5 milliards d'euros de réserves de change qui étaient à la Banque de France. Elles ont été reversées à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour qu'elle gère elle-même les réserves de change des pays de sa zone. Cela a été fait en 2021. 2021, c'est combien d'années après les indépendances? 61 ans. Donc pendant 61 ans, toutes les réserves de change de l'Afrique de l'Ouest étaient à la Banque de France qui se faisait des taux d'intérêt faramineux là-dessus et qui utilisait ces réserves de change pour prêter de l'argent aux Africains. Mais Emmanuel Macron était allé plus loin en disant qu'ils ont accepté d'aménager le franc CFA d'Afrique de l'Ouest et qu'ils s'acheminaient vers une nouvelle monnaie qui s'appellerait ECO et qui serait plus adaptée au désir d'autonomie de l'Afrique de l'Ouest. Mais là, le président Macron ne fait pas preuve d'honnêteté intellectuelle. Il a oublié d'ajouter qu'il y a deux ECO en Afrique de l'Ouest. Il y a l'ECO qui a été conçu par la CEDEAO. Cette monnaie devait être une monnaie flexible, souveraine. Elle ne devait pas avoir une parité fixe avec quelque monnaie que ce soit dans le monde. Elle devait être pilotée par la banque centrale, la future banque centrale unitaire de tous les États de la CEDEAO, soit 15 pays. Cette monnaie, véritable CEDEAO ECO, qui était donc conçue pour être gérée en autonomie et pour être pilotée de manière flexible, cette monnaie a été sabotée par Alassane Dramane Ouattara, Nana Akufo-Addo et la France de Macron. Ils ont saboté cette monnaie en proposant simultanément un autre ECO qui, lui, serait toujours en parité fixe avec l'euro à travers la garantie de la Banque de France. Cela s'est passé sous nos yeux. Je ne comprends pas pourquoi on peut tenter de persécuter un intellectuel qui se contente de procéder à une analyse concrète des données scientifiques qui sont à la disposition de tout public qui s'efforce d'aller à la recherche de l'information pertinente. L'éco ouest africain a été saboté par la France, par la Côte d'Ivoire et le Ghana notamment. Donc, on a sur le terrain une pratique politique qui n'est pas une pratique de rupture. Le président Macron, dans sa pratique politique en Afrique de l'Ouest, continue à tout faire pour maintenir la main sur l'Afrique de l'Ouest. Il continue à tout faire pour trouver une formule dans laquelle la présence française sera certes masquée, mais elle sera toujours forte et puissante sur les affaires économiques ouest-africaines. Voilà la vérité. Maintenant, traversons de l'autre côté.
en Afrique centrale. Si vous écoutez l'interview, le président Macron a dit des choses incroyables. Il y a un journaliste qui lui demande s'il serait prêt à rendre les réserves de change d'Afrique centrale comme il a rendu les réserves de change de l'Afrique de l'Ouest. Bref, s'il serait prêt à assouplir le franc CFA d'Afrique centrale comme il a assoupli un tant soit peu le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire en restituant un peu plus de droits aux pauvres vassaux africains qui n'osent pas le demander à haute voix de peur de subir un coup d'État. La réponse du président Macron est incroyable. Il dit qu'il est ouvert, mais que les propositions doivent venir des chefs d'État de ces pays d'Afrique centrale et des autorités financières. Mais qui est l'autorité financière du franc CFA? Puisque le franc CFA est une monnaie de la Banque de France. Qui est l'autorité financière du franc CFA? C'est lui-même Macron, puisqu'il est le chef de l'État français. Donc voilà quelqu'un qui dit que les décisions doivent venir des chefs d'État eux-mêmes et des autorités financières. Il ne se cite pas lui-même. Il n'ose pas dire que c'est lui qui est le propriétaire de cette monnaie. C'est-à-dire qu'en dernière analyse, la seule personne qui peut abolir le CFA, c'est celui qui le possède. Parce que si le CFA est interdit au Cameroun, au Gabon, etc., le CFA peut continuer à fonctionner en France. D'ailleurs, Emmanuel Macron a bien dit que Djibouti, c'est à part. Le traitement des affaires de Djibouti ne va pas ressembler au traitement des affaires du reste du continent africain. Donc on peut continuer à utiliser un CFA pour le Djibouti, peut-être un CFA pour les Comores, etc. On peut continuer. Le CFA peut parfaitement survivre à son départ du continent africain. Le CFA peut partir de la zone BCAO, il peut partir de la zone CEMAC et continuer à vivre à la Banque de France à travers Djibouti ou, je ne sais pas, les Comores. Ils peuvent même toujours l'utiliser ailleurs. Ils ont le franc polynésien et consorts. Ils peuvent continuer à utiliser leur planche à billets ailleurs. Ils peuvent continuer à les utiliser ailleurs. La monnaie CFA n'est pas une propriété des États africains. Il faut que les Africains sachent, ce n'est pas une monnaie qui appartient aux États africains. C'est une monnaie qui appartient à l'État français. C'est une monnaie de la Banque de France. Elle a été créée par la Banque de France. Elle n'a pas été créée par les banques africaines. Ce n'est pas une monnaie africaine souveraine. C'est une monnaie issue de l'empire colonial français et qui a servi à maintenir l'emprise économique de la France sur ses anciennes colonies, anciens territoires sous tutelle. Si on devait écrire correctement la phrase du président Macron, ce qu'il dit très clairement, c'est que les chefs d'État d'Afrique centrale doivent en décider sous sa supervision, puisque c'est lui qui est l'autorité financière. C'est-à-dire, s'ils sont courageux, Biya, Sassou, Déby Mahamat, Touadéra, Obiangema, s'ils sont vraiment courageux, qu'ils viennent devant moi, Emmanuel Macron, chef de l'État français, président de la République française, me dire qu'il faut abolir le CFA. Or, vous savez très bien que pour que ces créatures de la France-Afrique osent dire cela à leur patron, au chef suprême de la structure, il leur faut avoir pris quelques décisions de type suicidaire. Parce que dire cela, c'est par définition obliger le pragmatisme français à envisager le renversement de ces régimes. Oui ou non? Je recommence, parce que comme on nous a dit que la philosophie politique de la France-Afrique, c'est le pragmatisme. Imaginez donc des gens qui doivent leur pouvoir à la France-Afrique, les Bongo, les Biya, les Sassou. Imaginez que les Déby osent demander l'abolition de la monnaie de leur puissance tutélaire. Mais ça s'appelle en fait une invitation à se prendre un coup d'État dans la gueule. Ils savent très bien en Afrique centrale que le premier qui se met au carrefour pour dire qu'il met fin à cette monnaie, il faut qu'il soit assuré que dans les jours à venir, il y aura du rififi dans sa capitale. Et aujourd'hui, si le président Touadéra est sur le qui-vive, c'est à Pouawa oser mettre en place une crypto-monnaie. Il n'a même pas aboli, il ne s'est même pas retiré du franc CFA. Il a voulu juste mettre en place un double système monétaire. Une crypto d'un côté et de l'autre côté le franc CFA. Cela lui coûte des menaces. Des menaces très explicites au point même qu'il y a eu la proposition américaine qui lui a été faite récemment. C'est de chasser les Russes. S'il ne chasse pas les Russes, alors lui-même il sera considéré comme un criminel. Et il va subir les sanctions américaines comme l'Iran, comme la Corée du Nord, etc. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'ils disent. Donc il faut que vous compreniez que ni en Afrique de l'Ouest, ni en Afrique centrale, le président Macron ne s'engage à changer de politique. Les tournées ont pour but de rappeler aux uns aux autres, nous vous tenons. Faites gaffe. Nous sommes encore capables de vous faire payer les écarts par rapport aux promesses et par rapport à ce que nous avons fait pour vous. Vous êtes là grâce à nous. Et il a déployé un troisième argument, c'est la vision sécuritaire, on peut dire la vision militaire de la France.
Alors, dans cette vision sécuritaire et militaire, le président Macron a dit que désormais, on va aller vers une réduction de la présence visible de l'armée française en Afrique et on va aller davantage vers une cogestion des principales bases militaires françaises d'Afrique. 2 phrases. Examinons chacune des idées pour montrer en quoi c'est faux. Écoutez bien l'expression. On va réduire la présence militaire visible. En bon français, le président Macron veut nous dire que on va réduire la présence militaire visible, mais pas invisible. Écrivez ça. C'est la présence militaire visible qu'on va réduire, mais pas la présence militaire invisible. Ça veut dire que la part de l'espionnage et du contre-espionnage va augmenter par rapport à la part de la présence militaire directe physique. Vous voyez le pragmatisme? Le pragmatisme, c'est pour le président Macron de faire semblant de partir par la porte et puis de rentrer par la fenêtre. Donc nous allons réduire le nombre de militaires visibles et nous allons augmenter le nombre de militaires invisibles. Puisqu'on ne réduit ni la... On ne veut pas réduire la présence visible et invisible. On ne veut vraiment pas se retirer d'Afrique. On ne veut pas arrêter de contrôler les Africains. On ne veut pas arrêter de surveiller les Africains. Alors, on a décidé de les surveiller, mais désormais de manière invisible. Voilà pourquoi on ne va réduire que la présence militaire visible. C'est-à-dire ceux qu'on peut voir avec les yeux là, ils seront moins nombreux. Mais ceux qu'on ne peut pas voir, ils seront plus nombreux. C'est-à-dire que on va remplacer les bataillons visibles par des bataillons invisibles. Les soldats visibles, reconnaissables à leur uniforme, à leur camp militaire, ils seront remplacés désormais plutôt par des espions ou alors même par des espions infiltrés dans les armées. Donc, sur le premier point, le fait que le président Macron nous ait donné ce détail, l'occupation visible, est de sa part vraiment une très grande générosité intellectuelle. Ceux qui n'ont pas l'oreille politique cultivée n'auraient pas entendu ce qu'il veut dire. Maintenant, vous avez bien entendu. On va réduire la présence visible. Il n'a pas dit on va réduire la présence invisible. Il n'a pas dit on va réduire la présence visible et invisible. Non, que la présence visible. C'est-à-dire, on va être moins apparent. Mais attention, on va être moins apparent, ça ne veut pas dire qu'on va être transparent. On va tomber dans l'opacité, on va être opaque maintenant. On sera là où vous ne croyez pas que nous sommes. On sera là sans que vous sachiez que nous sommes là. Puisque vous ne voulez pas nous voir, nous, effectivement, on va s'effacer. Mais on sera là. Vous notez ça? Est-ce que ça, c'est un discours de rupture? Est-ce que c'est un discours de rupture qui consiste à dire nous allons réduire notre présence visible? La véritable rupture consisterait à réduire la présence visible et invisible, à respecter la souveraineté des peuples, à accepter les processus politiques endogènes africains, à les reconnaître comme tels, à laisser les peuples africains disposer d'eux-mêmes. N'est-ce pas? Or, là, il n'en est pas question. Mais la deuxième idée, nous allons réduire la présence visible. Nous dit le président Macron, nous l'en remercions. Monsieur le Président, chapeau, grâce à vous, nous savons que vous allez augmenter la présence invisible. Mais il y a une deuxième chose que le président Macron dit. Il dit que désormais, on va aller vers un modèle de cogestion des bases militaires. C'est-à-dire que, par exemple, la base militaire du 43e BIMA, il l'a cité en exemple, sera co-gérée directement par l'armée française et par l'armée ivoirienne. Les bases qui vont rester, sur lesquelles vont se regrouper les derniers éléments français présents sur le sol africain seront des bases co-gérées. Gérées par l'armée nationale et l'armée française. Ok. Entrons dans une base militaire, co-gérée par l'armée nationale ivoirienne et l'armée française. Qui commande? Qui commande malgré tout? Mais c'est exactement le principe de la coopération. Le président Macron donne l'impression d'inventer la glace. Pourtant, il est en train de retourner à la coopération militaire telle que De Gaulle l'avait mise en place. Moi, je suis né dans mon pays natal, le Cameroun, en 72. En grandissant, j'ai toujours vu des militaires français à l'intérieur des bases camerounaises. Et c'est ce phénomène qui a un peu baissé. Il y a encore quelques conseillers techniques militaires français au Cameroun. Mais avant, ils étaient partout dans les bases. Ils étaient à l'intérieur des bases. Puisque les bases avaient été créées sous la colonisation. Les camps militaires nouveaux de l'armée camerounaise sont des anciens camps militaires français. Et jusque dans les années 70-80, les militaires français co-géraient les bases militaires camerounaises avec les militaires camerounais. Or, le président Macron dit que désormais, les bases militaires françaises en Afrique seront co-gérées avec les armées africaines. Où est le changement? Vous voyez, on prend les mêmes et on recommence. On retourne à la formule de l'armée mixte. L'armée ivoirienne, qui présente l'armée française comme son allié, va devenir une armée mixte.
C'est une armée mixte ivoiro-française. Mais si la France est armée mixte dans un pays, mais c'est elle qui en profite, puisque en France, il n'y a pas d'armée mixte ivoiro-française. Il n'y a pas d'armée mixte ivoiro-camerounaise en France. Il n'y a pas d'armée mixte ivoiro-congolaise, ivoiro-gabonaise en France. Par contre, si dans les camps militaires, les anciens camps militaires français en Afrique, il y a désormais armée mixte, il s'agit là d'un mécanisme de subordination étroite des armées nationales. C'est-à-dire que c'est la meilleure formule pour contrôler les armées nationales africaines. À savoir, mettre les officiers français au cœur des camps militaires africains. Et mettre des officiers africains au cœur des camps militaires français, c'est de facto reconstituer la subalternation. Puisque vous ne pensez quand même pas qu'un officier camerounais va diriger les officiers français. Vous pensez quand même pas qu'un officier ivoirien va diriger les officiers français au 43e BIMA. Vous avez rêvé? À la base de Dakar, vous pensez que c'est un officier sénégalais qui va diriger les autres? Non. Donc en fait, on reconstitue la coloniale. C'est une formule de reconstitution de la coloniale. C'est ça. C'est ce que nous voyons. Et qu'il nous soit permis intellectuellement de dire que ce n'est pas une trouvaille. Les peuples africains demandent le retrait total et complet. Il ne s'agit pas de créer des bases mixtes. Il s'agit de plier pacifiquement bagages, mesdames et messieurs les militaires français d'Afrique. Il s'agit pour vous de rentrer ici, en France, parmi nous. Ce message-là a été transmis au président Emmanuel Macron par plusieurs voies. Il a été transmis par des voies politiques, des pouvoirs en place. Déjà, le pouvoir malien, le pouvoir burkinabé l'ont dit. Ah, mais avant cela, le président Ahmed Sékou Touré l'avait dit. C'est quoi le nom de Sékou Touré? C'est cessez de nous occuper militairement. Allez chez vous. Retirez vos armées. Et ce n'est pas un nom au peuple français. Les dirigeants africains éclairés n'ont jamais confondu le peuple français et les armées françaises. L'histoire de fait lie les peuples africains au peuple français. Mais il ne s'ensuit pas que les peuples africains restent éternellement sous occupation militaire française. On reste toujours sur la question sécuritaire. Le président Emmanuel Macron essaie de justifier le maintien des troupes françaises sur le sol africain par la lutte antiterroriste. Pourtant, le président Macron est quand même l'un des premiers à avoir identifié et reconnu la responsabilité de la France dans la déstabilisation de l'Afrique. Parlons maintenant géopolitique. Le président Macron a une prétention, c'est au nom de ce qu'il a appelé le nouveau pragmatisme français, au nom de la volonté de tisser des relations partenariales, il a la prétention d'inaugurer une nouvelle géopolitique avec les Africains, c'est-à-dire une nouvelle compréhension des relations internationales, dans laquelle les Africains, bien sûr, seraient libres de tisser des relations diplomatiques avec les puissances de leur choix. La France, elle aussi, va montrer ses avantages, c'est-à-dire que la France veut entrer dans une concurrence loyale avec toutes les autres puissances. Il y a des moments de son discours où le président Macron laisse entendre que la France se prépare à accepter que l'ère des privilèges pour la France, des monopoles de la France, des marchés publics réservés à la France, que cette ère-là est finie. Le président Macron semble laisser penser que la France serait prête à entrer vraiment dans une relation où elle sera un partenaire comme les autres. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais regardons ce qu'il fait, au moment même où il le dit. La charge du président Macron contre la compagnie militaire privée russe, Wagner, qu'est-ce que ça signifie? Pour quelqu'un qui veut entrer dans un monde géopolitique du respect mutuel. Quelqu'un qui veut entrer dans un monde géopolitique où on n'empêche pas les autres de développer leurs relations internationales comme ils les entendent. On n'empêche pas les autres de passer les alliances qui les arrangent, puisque tout le monde est dans le pragmatisme. Comment peut-on d'un côté dire qu'on veut ce renouvellement des relations franco-africaines? On ne se mêle plus des affaires africaines, les Africains sont libres de faire ce qu'ils veulent, et puis bam, on tombe sur l'affaire Wagner et on se met à remenacer les Africains. Wagner, ce sont des criminels. Les Africains qui auraient des relations avec Wagner seront considérés comme des criminels. Vous voyez, Emmanuel Macron est vraiment le roi de l'en même temps. Il dit une chose et en même temps son contraire. Alors, intellectuellement, nous nous demandons comment le président Macron peut parler d'un nouveau départ, d'une révolution de sa politique africaine et rester dans le langage de la menace envers les Africains, de l'infantilisation des Africains. Ah, on ne veut pas vous voir marcher avec Wagner. Ah, si vous saluez Wagner, on va vous décréter criminel, on va vous faire tel procès, on va vous faire telle sanction. Comment, avec le sempiternel langage de la menace de sanction, l'injonction, comment avec le langage de l'intimidation, de la menace, du chantage permanent, vous pensez réinventer la diplomatie africaine de la France? Voilà la question. Il faut que vous compreniez
que refuser l'intimidation, refuser de se soumettre à vos injonctions, c'est une question d'éthique pour toute Africaine, tout Africain éveillé. De quel droit vous menacez les gouvernements africains? De quel droit vous voulez vous immiscer des contrats que signent les gouvernements africains si vous prétendez leur reconnaître leur souveraineté? Qui s'occupe de toutes les sociétés militaires privées qui travaillent avec les États-Unis et qui travaillent aux États-Unis, avec le gouvernement américain? Qui aujourd'hui juge les affaires de Blackwater, de Dencorp, les bavures? Qui est-ce qui juge cela? Les sociétés militaires privées françaises qui ont opéré sur le continent, est-ce qu'il y a eu des procès? A-t-on fini de régler le compte de la génération des Bob Denard? Tous les coups d'État organisés par les services secrets et militaires français en Afrique, ils ont fait l'objet de quel procès? Pour que vous vous improvisiez donneur de leçons en matière de relations internationales stratégiques aux Africains. Donc ce chantage sécuritaire autour de Wagner, mais les Africains, on s'en fout de vos histoires de Wagner. C'est vous que Wagner effraie. Wagner n'effraie pas les Africains. Parce que les Africains ont vu pire que Wagner. Le président Macron dit que la nouvelle politique africaine de la France, et c'est la deuxième fois qu'il parle de nouvelle politique africaine. En 2017 à Ouagadougou, c'était une nouvelle politique africaine. Celle-là a échoué. Il fait une nouvelle. Bon. À force d'abuser de la nouveauté, on reconduit la mêmeté. À force d'abuser de la nouveauté, on reconduit la mêmeté. Ce n'est pas si nouveau que ça, car ce n'est pas la première fois qu'il nous parle de nouveauté. Alors, une nouveauté sans cesse proclamée et jamais advenue est une mêmeté, c'est une identité, c'est une monotonie. Il n'y a rien de nouveau dedans. Bon. Donc, en 2017, la nouvelle politique du président Macron a échoué. Ça n'a rien donné. L'écart entre lui et les Africains s'est au contraire élargi. Le fossé s'est agrandi. Il est devenu béant. Il y a maintenant un abîme entre le président Macron et les Africains. Maintenant, on arrive en 2023. 5 ans plus tard. On peut s'attendre à ce que le président Macron révolutionne sa méthode. On pourrait s'attendre à ce qu'il révolutionne sa méthode. Mais qu'est-ce qu'il a fait? À partir de 2021, 2022, il s'est mis à sélectionner parmi les Africains ceux qui avaient renoncé au combat de la vraie décolonisation de l'Afrique. Et ce sont ceux-là qu'il a décidé de considérer comme ses meilleurs interlocuteurs dans les sociétés civiles africaines. Il n'y a pas de vraie et de nouvelle politique africaine de la France, tant que la France n'aura pas entièrement renoncé à occuper militairement, économiquement, culturellement, intellectuellement les Africains, à les assiéger par ces 4 méthodes. Il n'y a pas de nouvelle politique. Il n'y a pas de nouvelle politique africaine de la France tant que les autorités françaises n'accepteront pas d'aller vers la société civile et politique qui incarne l'aspiration de changement de l'Afrique pour trouver avec elle, effectivement, le nouveau cadre de la coopération internationale. Il n'y a pas de nouvelle politique africaine de la France. Il n'y a pas de nouvelle politique africaine de la France. Et moi, je me suis connecté ce soir, ça fait maintenant 2h11 que je me suis efforcé de reprendre les thèses du président Macron, les unes après les autres, ces thèses politiques, ces thèses sécuritaro-militaires, ces thèses économiques, ces thèses géopolitiques, et finalement, ces thèses intellectuelles. Tant qu'il n'a pas accepté, tant que l'establishment politique français n'a pas accepté la révolution de son paradigme, c'est-à-dire concevoir la puissance de la France sans l'exploitation de l'Afrique, il n'y aura pas de nouvelle politique africaine de la France. Par contre, la France va se retrouver dans une situation où elle va aller de revers en revers, d'échec en échec. Les peuples se sont mobilisés, elle est partie du Mali. Ils se sont mobilisés, elle est partie du Burkina. Ils vont se mobiliser, elle va partir du Niger. Ils vont se mobiliser, elle va partir du Tchad. Ils vont se mobiliser, elle va partir de Côte d'Ivoire. Ils vont se mobiliser. Et cette manière de partir, qui est piteuse, est celle que j'ai toujours voulu éviter à ma terre adoptive de France. J'ai écrit des livres. J'ai donné des milliers de conférences, dont des centaines en France, pour expliquer à l'opinion française, aux politiques françaises, aux élites françaises, qu'il fallait anticiper sur cette mutation profonde des sociétés africaines. Il fallait anticiper et accepter une ouverture véritable, objective, des dossiers négriers, coloniaux, néocoloniaux, de toutes les barbaries. Il fallait les juridiciser. Il fallait trouver un langage, un tarif de condamnation. Il fallait mettre en place des procédures et des rituels de repentance et il fallait mettre en place des réparations. Et il fallait entièrement démanteler l'infrastructure de la France-Afrique et imaginer autrement l'influence de la France dans le monde
faire de la France une puissance modeste, une puissance qui aura tiré les leçons de ses aventures sanglantes au détriment des peuples et de ses propres valeurs, une puissance qui alors va récupérer une parole digne d'être écoutée, puisqu'elle se sera amendée, puisqu'elle se sera reprise, elle se sera autocritiquée, elle se sera reformulée. Et j'ai écrit toute une série d'articles pour proposer que la République française devienne plutôt une fédération. Pour sauver ce qui reste de son empire colonial et de sa diversité, il faudrait qu'elle ait un modèle politique multiculturel. Et les fédérations sont les concepts les plus appropriés à des sociétés politiques, à des États multiculturels, comme l'est aujourd'hui la France. On maintient la conception de l'État unitaire, centralisé, jacobin, alors que la France, depuis très longtemps, devrait avoir trouvé une fédération, une formule fédérale, pour rassembler ce qui reste des peuples qui se sont brassés de facto à travers son histoire négrière, son histoire coloniale, son histoire néocoloniale, et qu'on espère bientôt post-coloniale. On ne m'a pas écouté. Voilà pourquoi nous sommes dans les pires convulsions dont avait parlé le président Chirac. Mes chers amis, ça fait 2h14 que je vous ai entretenu. J'espère que les experts qui travaillent auprès du président Emmanuel Macron et qui me font l'honneur d'écouter mes conférences vont extraire de ces conférences tous les arguments objectifs que j'y ai mis et les lui poser sur son bureau afin qu'il voit ce que pourrait être une véritable nouvelle politique africaine de la France. Et qu'il comprenne que, à mon âme et conscience, je lui dis ce soir du 27 février, Monsieur le Président, la politique que vous avez annoncée aujourd'hui n'est pas nouvelle. C'est l'ancienne. C'est la sempiternelle politique de la France-Afrique. Aucune Africaine, aucun Africain, aucune Française, aucun Français éveillé, aucun citoyen, aucune citoyenne en ce monde qui connaissent l'histoire des relations franco-africaines ne verront la moindre nouveauté dans les propos que vous avez tenus aujourd'hui. On y verra un exercice de rhétorique, un exercice de dissimulation, un exercice de langue de bois pour tenter de sauver la machine France-africaine. Voilà ce que j'en pense. Et j'espère qu'il est toujours possible en France de dire ce qu'on pense. C'est cette possibilité que j'exerce en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel. J'ai fait ma part.